Salut à tous et bienvenue dans la suite de cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode sur Marguerite d'Autriche. Donc si jamais vous n'avez pas encore découvert la première partie, filez le faire avant d'écouter celle-ci. On est bon ? C'est parti ! Les forêts de la Bresse flamboient sous le soleil d'automne et déjà une nouvelle vie commence pour Marguerite d'Autriche. Nous sommes en 1504 et les larmes de son deuil doivent déjà sécher. La petite fille du téméraire n'est de toute façon pas du genre à se laisser abattre. À 24 ans, elle n'a ni enfant ni mari, une situation bien curieuse pour une princesse de son temps. Mais qu'à cela ne tienne, si Dieu lui refuse le bonheur des gens du commun auquel elle aspirait, alors elle ira chercher son destin toute seule. En tout cas, pas question de quitter le duché de Savoie sans avoir mis tout en ordre. Il faut dire qu'après un mariage raté et 2 veuvages, Marguerite commence à s'y connaître en termes de rupture de contrat. Alors c'est parti, on se retrousse les manches et on s'y met. L'urgence, c'est de sécuriser sa situation financière. Et oui, avec la mort de Philibert, la Savoie a un nouveau duc, en la personne de Charles II, le demi-frère du défunt mari de Marguerite. Le Charles y compte bien s'imposer à la tête du duché, et notamment faire entendre raison aux 2 femmes de pouvoir qui l'entourent, sa demi-sœur Louise de Savoie, la mère du futur François Ier, et Marguerite, donc sa belle-sœur. Et il compte bien faire repartir Marguerite sans un rond, histoire de ne pas laisser trop de plumes dans cette regrettable histoire de veuvage. Bon, il essaye le Charles, hein. Il fait comme il peut, mais pourtant il devrait connaître sa belle-sœur depuis le temps. Montrant encore une fois la force de son caractère, malgré le cruel deuil qu'elle est en train de vivre, Marguerite ne cède pas un pouce de terrain et finit par obtenir ce qu'elle souhaite. Désormais, elle est duchesse douairière, sur le pays de Vaud et sur la Bresse, les territoires chers à son cœur, qui ont été le cadre de son bonheur, détruits par le sort. Concrètement, on parle de douaire pour désigner les ressources financières dont le mari dote sa femme au cas où il mourrait en premier. Ça veut donc dire que Marguerite voit reconnaître son droit à jouir des ressources confortables qui sont générées par la Bresse et par le pays de Vaud tant qu'elle vivra. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et oui, non, c'est pas la question, de toute façon j'ai les moyens. Alors maintenant que l'avenir est assuré, la jeune veuve peut se consacrer à un autre projet, plus spirituel, celui-là. Il se trouve que la mère de son époux, qui s'appelait Marguerite de Bourbon, mais c'est pas très important, avait conçu l'idée de restaurer un monastère en décrépitude. Ce monastère, c'est celui de Brou, tout proche de la ville de Bourg-en-Bresse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait partie de cette ville. Tenu par une congrégation de moines bénédictins, ce petit établissement avait bien besoin d'un rafraîchissement, et Marguerite de Bourbon, donc la mère de Philibert, comptait s'y faire enterrer. Alors, la mère est finalement morte avant de mettre le premier coup de pinceau, c'est ballot, mais il faut croire que Marguerite d'Autriche s'entendait particulièrement bien avec belle-maman, puisqu'elle décide en 1504 de reprendre le projet à son compte. Ma reine, en tant que votre architecte, je me permets de proposer mes services. Dès que j'ai changé l'eau des crocos, je peux tout à fait... Et vous commencez à connaître Marguerite maintenant. Quand elle s'occupe de quelque chose, c'est pas pour faire les choses à moitié. Pour elle, ce projet est plus qu'une démonstration de foi et de pouvoir. C'est avant tout un dernier hommage à l'amour de sa vie, où elle souhaite construire sa sépulture. Première étape, d'abord, il faut virer les moines fainéants et restaurer l'ordre dans le cloître. C'est chose faite en 1506 avec la venue de 12 moines augustins, tout frais en provenance d'Italie.
Mais ce n'est que le début de l'aventure, et Marguerite va devoir mobiliser toutes ses compétences de gestionnaire pour faire avancer le projet. Car dès le début, les problèmes s'accumulent. C'est d'abord l'autorisation du pape, qui tarde un petit peu, car Marguerite veut bâtir une nouvelle église qui claque à la place de l'ancien monastère. Puis ce sont les officiels de Berck-en-Brousse qui s'y mettent dans ce qu'on peut appeler sans rougir une vraie guerre de clochers. Il faut dire que le monastère de Brou est à l'époque hors des murs de Bourg-en-Bresse, en pleine Cambrousse. Assez logiquement, la ville toute proche s'inquiète donc de la création d'un nouveau pôle spirituel, économique, et quand même pas mal politique aussi, juste sous ses murailles. Et c'est pas étonnant finalement, Marguerite elle a un projet pharaonique. Elle veut marquer les esprits et transformer radicalement ce monastère endormi. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, d'autant que se forme petit à petit dans l'esprit de la jeune veuve un projet encore plus personnel. Le monastère de Brou va devenir sa propre sépulture, à elle, la petite fille de Charles le Téméraire, un endroit de paix et de beauté où elle pourra reposer pour l'éternité aux côtés de son Philibert chéri. Donc voilà, Marguerite s'amuse bien sur son chantier, amener la vie dure aux autorités de Bourg-en-Bresse, lorsqu'une nouvelle des plus tragiques vient la tirer de sa retraite campagnarde. C'est la merde en Espagne. Le frère de Marguerite, Philippe le Beau, y est parti avec sa femme Juana en 1504. Et oui, Isabelle de Castille, la mère de Juana, est morte cette année-là, et Philippe s'est dit qu'il valait mieux être sur place pour recueillir l'héritage quand même. Enfin recueillir, c'est pas non plus comme une pomme sur un arbre. Parce que Philippe a oublié quelqu'un. Ferdinand d'Aragon, le mari d'Isabelle, qui lui n'est pas mort du tout et qui n'a aucune intention de laisser les clés de la boutique à Philippe. L'ambiance n'est donc pas du tout folichonne avec Beau Papa et le frère de Marguerite trompe son ennui en loisirs sportifs et en galante compagnie. Oh la vache! Ces petites activités ne plaisent pas trop à sa femme, Juana, surtout la deuxième d'ailleurs, et le couple est déjà fameux pour ses disputes incessantes, et il n'était d'ailleurs pas rare que Philippe se prenne une raclée. En tout cas, le possible futur roi d'Espagne est un homme de tradition, et il choisit en 1506 de décéder d'une manière très prisée au sein de la famille. Au cours d'un jeu de paume un peu trop endiablé dans la chaleur de Burgos, il se désaltère un peu trop fraîchement et meurt d'une infection des poumons. Encore. Pour l'heure, étant donné que son fils Charles, vous savez le fameux Charles de Gand, n'est encore qu'un bambin de 6 ans, l'héritière du royaume de Castille est donc sa femme, Juana. Sauf que Juana, elle déraille complètement. Ça fait déjà quelques années qu'elle montre des signes d'instabilité mentale, on en avait parlé, et qui se manifestent notamment par l'amour transi qu'elle démontre envers son époux, lequel n'est pas exactement du coup dans les mêmes dispositions. Elle vit toute séparation, même temporaire, avec son Philippe comme un véritable deuil, et la mort de celui-ci constitue un véritable point de bascule. Complètement abattue par la perte de son époux, et ça c'est compréhensible, elle tient à conduire elle-même son cortège funéraire et fait scandale en rouvrant le cercueil pendant la cérémonie pour embrasser le cadavre. Bon, il faut quand même dire que Juana n'évoluait pas dans un monde très propice à l'épanouissement personnel. On va dire ça comme ça. Pour commencer, la pression dynastique et politique est immense. Avec son ascendance et son mariage, la reine se trouve au croisement des destinées des deux royaumes espagnols et de leur possession du Nouveau Monde donc, ainsi que de l'Empire et des anciens territoires bourguignons. Sa personnalité, au départ effacée puis carrément instable, pousse sa mère à envisager dès 1502 de la déshériter. Sympa. Avec la mort de sa mère, puis de son mari, la situation se dégrade encore et la pression s'accroît. Personne ne veut la voir gouverner, surtout pas son père qui entend bien régner sur la Castille, en plus de l'Aragon, sans demander l'avis de personne. Alors, si la folie de Juana est clairement attestée par les sources, il n'empêche donc que cette folie sert bien les intérêts de tout un tas de gens. Et c'est finalement Ferdinand, son propre père, qui met un point final à sa carrière politique, puisqu'en 1509, il fait enfermer Juana au château de Tordesillas, où elle mourra en 1555, après 46 ans à régner sans gouverner depuis les murs de son cachot. Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Et oui, sauf que contrairement au comte de Monte Cristo, Juana, elle ne sortira jamais de prison.
Dans tout ce marasme, la personnalité de Marguerite d'Autriche apparaît d'autant plus solide. Elle aussi, évidemment, subit une pression importante, mais son caractère la pousse à se blinder pour affronter ces circonstances plutôt qu'à y succomber. Pendant que Juana s'effondre à la mort de son mari, Marguerite parvient à surmonter ces 2 deuils successifs qui pourtant étaient de véritables mariages d'amour et à se forger une destinée hors du commun. Mais justement, retour à Marguerite. En 1506 donc, son frère meurt et Juana est déjà mise sur la touche. Le couple laisse derrière lui 6 enfants, dont plusieurs sont encore en bas âge. Notre bon Max, qui continue à mener sa vie d'aventurier impérial, n'a aucune envie d'avoir toute cette marmaille dans les pattes. Et c'est pas son seul problème avec les anciens Pays-Bas bourguignons. En plus d'avoir ses petits-enfants qui remplissent des couches dans le palais impérial de Gand, Max n'a plus personne pour gouverner les Pays-Bas. Jusqu'ici, c'était Philippe qui s'en occupait, mais ce bon à rien n'a pas survécu à sa partie de jeu de paume. Évidemment, Max songe à reprendre le flambeau lui-même, mais ça ne se passe pas vraiment bien. Les habitants de ces riches territoires ont une haute conscience de leur identité et estiment que Max est un étranger indigne de les gouverner. L'empereur se rend finalement compte que la réponse à ces 2 problèmes se trouve quelque part à côté de Bourg-en-Bresse. Mais non! Mais hasard de dingue! Sa fille Marguerite est en effet native des Pays-Bas. Elle a donc la légitimité recherchée par les sujets de ces territoires et elle dispose également de la force de caractère et de l'intelligence politique nécessaires pour tirer le meilleur de ce petit coin à la fois si riche et si agité. En mars 1507, c'est décidé. Max fait de sa fille Marguerite la tutrice des enfants de feu Philippe ainsi que la régente officielle des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Elle gouvernera ces territoires en lieu et place du petit Charles de Gand, qui n'a alors que 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit en âge de prendre lui-même les rênes du pouvoir. Pour cette mission, Max dote Marguerite de pouvoirs confinant à la réelle souveraineté. Elle a tous les pouvoirs militaires et financiers, il lui laisse également le choix de nomination pour tous les officiers de l'Empire dans le coin, et elle devient la seule interlocutrice avec les États généraux et provinciaux, des sortes d'assemblées représentatives des différents territoires. Max se passe quand même de temps en temps dans les Pays-Bas, parfois pour l'aider, parfois pour l'emmerder, mais globalement, il lui laisse vraiment les mains libres. Non, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on ait les mains libres, hein. Qu'on ait les mains libres. Non, pardon, qu'on ait les free hands. Ah oui, les free hands, oui. Bon, évidemment, si Max est généreux à ce point, c'est que le cadeau n'est pas gratuit. Et non, on l'a dit, les Pays-Bas sont ultra riches. L'empereur a donné les pleins pouvoirs à sa fille, car il attend qu'elle lui fournisse tout l'argent dont il aura besoin pour mener sa grande politique. Ça ferraille dans tous les coins, car Max est partout à la fois. Au début du XVIe siècle, il s'oppose violemment au royaume de France, qui est son ennemi juré. Il finance à la fois des expéditions militaires en Italie du Nord et en Artois avec l'aide de ses alliés, le pape Jules II et Ferdinand d'Aragon d'un côté, et Henri VIII, le roi d'Angleterre, de l'autre. Dans le même temps, il se bagarre avec Venise pour le contrôle du Frioul, dont il estime que ça fait partie de l'Autriche, alors que Venise estime que ça fait partie de son arrière-pays. Et par-dessus tout, il a son obsession du danger ottoman, qui le pousse à la fois à tisser un dense réseau diplomatique avec les royaumes les plus exposés à l'avancée des Turcs, et à lancer des expéditions militaires conjointes avec eux. Bref, il dépense à tour de bras, et l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Pour lui et pour ses conseillers, les riches Pays-Bas sont donc une vache à lait. Ce sont eux qui produisent la richesse dont il a besoin comme carburant pour ses projets. Et c'est Marguerite la pompiste. C'est désormais à elle de prendre sa pioche et d'aller extraire ce carburant, et le plus vite possible, s'il vous plaît. Allons, dépêche-toi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tâche n'est pas ce qu'il y a de plus facile. On en a parlé au tout début, mais ça vaut peut-être le coup de se refaire un petit point. Ce qu'on appelle donc les Pays-Bas bourguignons, c'est un assemblage hétéroclite, complètement éclaté, même on peut dire, de territoires de toute taille. On a décompté des duchés, bon ça c'est classique, on connaît, mais on a également de riches villes indépendantes comme Gand, Bruges, Bruxelles et Anvers. Le territoire n'est pas une continuité géographique en plus. Entre les différentes principautés qu'il compose, on trouve des électrons libres, plus ou moins sous influence, comme les diocèses de Cambrai, d'Utrecht et de Liège, qui sont dirigés par un prince-évêque indépendant.
On y parle également des langues différentes entre les territoires. Français, allemand, flamand, bref, c'est le bazar. En plus, ce patchwork s'est fait une spécialité d'être en avance sur tout le monde. En termes d'agriculture, d'industrie, de commerce, mais également de philosophie, avec les débuts de l'humanisme. Erasme, par exemple, que vous connaissez sans doute, est né à Rotterdam en 1466. Donc au moment où Marguerite accède au pouvoir, il a déjà bien lancé sa carrière intellectuelle. Vous allez me dire, tout ça c'est plutôt positif quand même, non ? Alors oui, bien sûr, il vaut mieux être à la pointe du progrès que dans la queue de la comète. Mais le progrès a un coût politique. Ces territoires ont conscience de leur particularisme et de leurs valeurs, et ils ne se laissent pas diriger comme tous les autres. Ils ont des besoins spécifiques et ils entendent bien que leurs princes en tiennent compte. Par exemple, les villes de Bruges et d'Anvers ont des liens commerciaux très étroits avec l'Angleterre, notamment pour l'importation de laine et pour écouler leurs produits industriels. En conséquence, les deux villes et leur arrière-pays sont très anglophiles et donc, logiquement, francophobes. Cela étant, elles ne sont pas prêtes du tout, pour autant, à payer le prix fort pour faire rendre gorge aux Français. Et puis, en général, la guerre n'est pas vraiment favorable au commerce, donc c'est pas trop leur tasse de thé, les opérations militaires. Vous devez prendre une tasse de thé. Marguerite est donc, toute régente avec les pleins pouvoirs qu'elle est, entre le marteau et l'enclume. Elle va devoir subir la pression de son père, qui veut le maximum de rendement financier, et de ses nouveaux sujets qui ne veulent pas lâcher un radis. Alors oui, donc techniquement elle a les pleins pouvoirs, mais dans la réalité, en fait ça ne veut pas dire grand-chose, car le pouvoir n'a rien d'absolu dans les Pays-Bas. Son papy, Charles le Téméraire, avait bien essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Déjà, il avait nommé des stadthouders, en gros des lieutenants administratifs et militaires si vous voulez, dans les différents territoires pour qu'ils soient ses yeux et ses mains lorsqu'il n'était pas là. Bon, jusque-là, rien de très original. Il avait également créé un parlement, c'est-à-dire une cour de juridiction suprême, dans la ville de Malines, connue pour ne pas être très connue, justement. C'était une des villes les moins indépendantes, les moins autonomes politiquement, plus ou moins centrale dans les Pays-Bas bourguignons, ce qui en faisait une candidate idéale pour installer un embryon de pouvoir centralisé. Mais comme pour toute réforme politique aux Pays-Bas, il y a rapidement eu un reflux. Dès la mort du duc en 1477, les grandes villes industrielles mettent la pression à son héritière, Marie de Bourgogne, pour qu'elle relâche un peu la pression, justement. Les partis ont fini par accoucher d'une charte qu'on appelle le Grand Privilège, qui a rétabli une partie des anciennes libertés, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des anciennes règles spéciales dont bénéficiaient certains territoires, et notamment ces fameuses villes industrielles. Mais le Parlement de Malines a fini par être rétabli malgré tout, ne vous en faites pas. Mais si, je vois bien que ça vous tracasse et que vous faites du souci pour Marguerite, mais y a pas lieu. Oh, allons, t'as tort d'être tout déconfit, mon gars. Heureusement, la régente a tout de même des interlocuteurs reconnus qui sont les États provinciaux. En gros, les États provinciaux, ce sont des sortes d'assemblées oligarchiques, si vous voulez, qui représentent la bourgeoisie, la noblesse et le clergé de chaque territoire. Bon après, on garde quand même une certaine complexité, puisqu'il existait 17 États provinciaux différents, rien que ça. Bon, stop à la description administrative. On a compris, la tâche est difficile, mais Marguerite n'est pas là pour faire de la figuration. Dès son arrivée en 1507, elle met toute sa redoutable intelligence et sa force de caractère au service de sa mission. Pour elle, la priorité est d'instaurer un véritable gouvernement centralisé. Elle est convaincue que sans État centralisé fort, il ne peut y avoir de politique extérieure digne de ce nom, comme Max voudrait la mener, justement. Son passage à la cour de France et à la cour de Savoie lui ont été particulièrement utiles pour comprendre l'intérêt d'une administration puissante. Bref, elle se retrousse les manches et c'est parti.
Pour commencer, elle est venue avec dans ses bagages un petit groupe de conseillers fidèles recrutés au cours de ses différentes pérégrinations. Son principal homme de confiance s'appelle Mercurio Gattinara. Elle est tombée sur lui en arrivant à la cour de Savoie et a rapidement découvert l'efficacité du bonhomme. C'est pas vraiment le genre rigolo, Gattinara, mais pour Marguerite, c'est un soutien d'une fidélité indéfectible. Et en plus, il sait tout faire. Formé comme juriste à l'université de Turin, il se trouve également une vocation de diplomate à négocier et à rédiger des traités entre les grandes puissances européennes. C'est également un administrateur hors pair qui gère pour Marguerite ses territoires de Bresse et de Franche-Comté. Et pour couronner le tout, c'est un humaniste doté d'une grande culture, et ça plaît beaucoup à Marguerite. Il manquerait plus qu'il fasse le dîner et il serait vraiment parfait. Bref, lorsque la nouvelle régente s'installe aux Pays-Bas, Gattinara est déjà son âme damnée. Son autre pilier, c'est le rejeton d'une ancienne lignée de nobles flamands, un certain Antoine de Lalaing. Lui, elle l'a piqué dans le groupe de familiers qui tournait autour de Philippe le Beau, son frère décédé. Si Gattinara est le maître de l'administration, Antoine est, lui, plutôt le maître de l'intendance. C'est lui qui dirige la maison de Marguerite. Bon, dans la réalité, ça fait pas grande différence. En cette fin de Moyen-Âge, il n'y a pas encore de réelle différence entre le versant individuel et le versant politique de la vie des princes. Le chef de l'intendance est une des personnes les plus proches de Marguerite. D'ailleurs, les mauvaises langues disent qu'ils sont un peu trop proches. En tout cas, Marguerite a les pleins pouvoirs politiques. Il est donc évident qu'Antoine de Lalaing, qui est très proche d'elle, joue lui-même un rôle de conseiller politique. D'autant plus que c'est un grand noble avec un sacré réseau. À l'image de ces deux personnages, le groupe de conseillers qui gravitent autour de Marguerite est très stable. La régente n'aime pas changer de tête et elle préfère conserver un noyau dur de fidèles indéfectibles plutôt que de sauter sur la dernière personne en vogue. Maintenant qu'elle a son escouade de fidèles, il lui faut bâtir un écrin à la hauteur du prestige qu'elle souhaite donner à sa fonction. Ce bâtiment, ça sera la cour de Savoie, un palais gothique un peu italianisant qu'elle fait construire à Malines et qui existe encore d'ailleurs. Comme ça, c'est clair, Marguerite ne bouge guère plus de son nouveau cocon, qui devient un véritable lieu de pouvoir, mais également un centre culturel de premier plan. Enfin ça, on en reparlera. Alors attention, c'est François du futur qui vous parle, et je vous informe qu'on n'en reparlera pas. Voilà. La machine est désormais lancée et Marguerite remplit sa mission avec brio. Dans ces années 1507 à 1515, c'est une femme très occupée. Elle s'occupe personnellement de l'éducation de ses neveux et nièces, et tout particulièrement de l'éducation politique de Charles de Gand, le futur Charles Quint. Et puis elle suit aussi de très près le chantier de son monastère de Brou. Et comme ça ne suffit pas à remplir ses journées, elle se mêle également de politique internationale. C'est elle qui est à la manœuvre pour tâcher d'équilibrer le rapport de force entre les puissances européennes à la suite des guerres d'Italie. En ce tout début de XVIe siècle, la puissance française fait peur. Louis XII a mis la main sur le Milanais et suscite l'effroi de ses rivaux qui cherchent à contenir l'expansion du royaume de France. En 1508, Gattinara, l'homme à tout faire de Marguerite, met sur pied pour elle une première tentative pour apaiser les tensions. C'est le traité de Cambrai. Officiellement, il s'agit d'une alliance entre Louis XII et Maximilien pour faire quelque chose contre les Ottomans. Officieusement, le but est surtout de reprendre des territoires à Venise. Donc ce coup-ci, le français et l'autrichien se retrouvent dans leurs objectifs. Un bel exemple de réalisme politique. Mais l'alliance de circonstances ne marche pas et l'expansion française se poursuit. En 1513, Marguerite est à nouveau à la manœuvre, cette fois pour monter une ligue anti-française. Le traité est signé justement à Malines. Il regroupe le roi d'Angleterre, Henri VIII, le roi d'Aragon, Papy Ferdinand, Maximilien et le pape Jules II. Cette fois, ça va être la guerre pour de bon. Les Français se font rouler dessus à la bataille de Novare, 2 mois après la création de la Ligue.
Si Marguerite enregistre de beaux succès diplomatiques, sur le plan politique, sa situation commence à se dégrader. En arrivant dans les Pays-Bas avec ses grandes idées politiques, elle a fait un mécontent. Et malheureusement pour elle, ce mécontent a de l'influence. Il s'appelle Guillaume de Chièvres, c'est un grand noble flamand qui est issu d'une ancienne famille, la famille des Croy. Et ce bon Guillaume, c'est le gouverneur de Charles de Gand, donc en gros son compagnon quotidien. Il dort même carrément au pied du lit de son maître pour qu'il ne lui arrive rien, vous voyez un peu la dévotion. Avec la mort du papa de Charles, Guillaume avait acquis une influence considérable. Il se comportait plus ou moins comme le gouverneur des Pays-Bas sans avoir ce titre. Forcément, donc, il ne voit pas arriver Marguerite d'un bon œil, puisque à peine est-elle arrivée dans les Pays-Bas qu'elle reprend tout en main et Guillaume est renvoyé à faire le lit et vider les bassines. Non, c'est une image, une expression. Ah, une expression, d'accord. Et pour aggraver son cas, Guillaume est plutôt francophile et il ne supporte pas du tout le foin qu'on fait autour de la maison de Bourgogne. Pour lui, l'avenir est français et les anciennes prétentions bourguignonnes sont bel et bien enterrées. Forcément, avec Marguerite qui se targue de protéger l'héritage du dernier duc de Bourgogne et qui déteste les Français, le courant ne passe pas du tout. Pendant toute la période 1507-1515, Guillaume passe son temps à savonner la planche de la régente en usant de toute son influence auprès de Charles de Gand et des grands nobles du coin. Forcément, à force de conspirer, Guillaume finit par réussir. En 1515, Charles de Gand a 15 ans et il décide de prendre lui-même les choses en main. On imagine un peu le gamin insupportable que ça devait être. En tout cas, il soutient Guillaume et obtient de Max qu'il soit nommé gouverneur des Pays-Bas à la place de Marguerite. Il faut dire qu'à force de faire cracher de la thune aux différents territoires, la régente n'était plus vraiment très populaire, ce qui facilite le coup d'État. En tout cas, pour Marguerite qui est mise sur la touche, la retraite forcée a un goût amer. C'est quand même elle qui a torché et élevé le petit Charles, qui l'a éduqué, et voilà qui fait sa crise maintenant. Ultime humiliation, Guillaume pousse Charles à signer en mars 1515 un traité d'alliance avec le nouveau roi de France, François Ier. Le traité prend donc le contre-pied de l'équilibre auquel Marguerite travaille depuis des années et prévoit même que Charles épouse une princesse française. Mais au final, tant pis pour Charles, puisque le traité va faciliter la reconquête du Milanais par François Ier et sacrément compliquer la tâche impériale pendant les prochaines années. Bien fait. Guillaume est dans la lumière et Marguerite dans l'ombre. Les rôles s'inversent. Désormais, c'est l'ancienne régente qui manœuvre pour faire chuter le nouveau gouverneur des Pays-Bas depuis son palais de Malines où elle s'emmerde ferme. Heureusement pour elle, le destin va à nouveau frapper, mais cette fois-ci en sa faveur. En 1516, Ferdinand d'Aragon, le papy de Charles, décède à l'âge respectable de 63 ans. Sa fille, Juana, Jeanne la Folle, est l'héritière légitime, mais comme vous le savez maintenant, elle est à l'époque enfermée dans le château de Tordesillas, dont elle ne sortira jamais. Charles n'a d'ailleurs aucune envie de faire sortir sa mère de sa sinistre prison. Il compte bien en profiter au contraire pour unir les territoires espagnols à ses Pays-Bas natals. Il part donc en 1517 direction l'Espagne pour négocier avec les grands nobles et réclamer son héritage. Monseigneur le Grand. Buenas tardes, amigos. Pour avancer dans ce terrain miné, il a besoin de tous ses soutiens. Guillaume de Chièvres, son fidèle gouverneur, est donc obligé de s'y coller également. Charles, qui est pas tout à fait stupide, se rend bien compte qu'il n'a qu'une seule solution sous la main. Il rétablit Marguerite en tant que régente des Pays-Bas, avec toutefois des prérogatives un peu diminuées, histoire de montrer qui est le patron. En 1519, le destin frappe à nouveau. Pendant que Charles est en train de se dorer la pilule en Espagne, un nouveau deuil frappe la famille des Habsbourg. Cette fois-ci, c'est le patriarche lui-même qui passe l'arme à gauche. Fin de partie pour Max qui part terrassé par une crise d'apoplexie. Marguerite n'avait pas toujours une relation facile avec son père, mais néanmoins pour elle c'est un coup dur.
Malgré la douleur du deuil, elle comprend tout de suite que la mort de son père est un événement majeur. Et oui, le trône impérial est vide. On pourrait penser que le successeur est tout trouvé en la personne de son petit-fils Charles, mais il n'en est rien. Charles est vu par les grands nobles allemands comme un étranger qui ne parle même pas leur langue et qu'ils n'ont jamais vu de leurs propres yeux. Et un autre souverain compte bien tirer parti de cette faiblesse, François Ier lui-même. Le roi de France se met en tête de recréer le grand empire de Charlemagne et ça commence à manœuvrer dans tous les coins pour gagner le cœur des 7 grands électeurs qui décideront du futur empereur. Bon, quand je dis gagner le cœur, en fait, il s'agit surtout de faire des promesses politiques et d'acheter les votes, très clairement. Pour assurer la victoire de son neveu, Marguerite se lance dans la bataille. Outre son habileté politique, elle a dans sa manche un atout considérable, les banquiers fougueurs. Mais si, vous les connaissez forcément si vous avez écouté l'épisode sur comment devenir riche au Moyen-Âge. Et si vous l'avez pas écouté, il faudra pas venir râler si vous restez pauvre. Moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, les fougueurs sont donc une famille de banquiers richissimes qui ont développé leur réseau en Allemagne et en Autriche en particulier. Avec ses financiers, Marguerite trouve l'idée qui va faire gagner Charles. Au lieu de filer la thune directement aux électeurs, elle fait rédiger des lettres de change qui leur garantissent de toucher l'argent après que Charles ait été élu. Je suis tout à fait au courant, mais je peux pas bouger les lignes, c'est un truc comptable à la con. De son côté, François Ier ne s'embarrasse pas de telles subtilités, le roi de France arrose tout le monde avec ses richesses colossales et ses conseillers ont carte blanche pour soudoyer à gogo. Pour pousser encore un peu sa chance, le petit-fils de Max a également fait assembler ses troupes à côté de Francfort, la ville dans laquelle a lieu l'élection. On reconnaît bien le style de Marguerite derrière cette idée, inspirée par les pratiques d'Anne de Beaujeu, sa première tutrice. C'est ça la solution diplomatique, sénatrice ? Ça, c'est de la négociation musclée. Résultat, c'est bien Charles qui monte sur le trône impérial en juin 1519, laissant François Ier dépité et délesté de quelques millions d'écus. Grâce au génie de Marguerite, l'étoile de la maison impériale brille plus fort que jamais. Charles n'a pas fait grand-chose pour son élection, mais il est tout de même reconnaissant. En échange de l'aide apportée par Marguerite, il la restaure dans toutes ses prérogatives, lui permettant de diriger les Pays-Bas jusqu'à sa mort en 1530. Il faut dire que maintenant qu'il est empereur, quasi roi de Castille et d'Aragon, et souverain de colonies américaines en pleine croissance, Charles Quint a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la petite querelle entre Guillaume de Chièvres et sa tante. De toute façon, le gars Chièvre meurt de la peste en 1521, bien fait pour lui, Marguerite est enfin tranquille. Et attendez, encore mieux, devinez qui le remplace comme conseiller de Charles Quint et devient même chancelier. Et oui, Gattinara lui-même, l'âme damnée de Marguerite. Si ça c'est pas du succès, je sais pas ce qu'il vous faut. Tout à ces manigances, la régente continue à gouverner les Pays-Bas d'une main de fer. Finalement, on est pris de vertige quand on voit tous les dossiers dont elle s'occupait en même temps. Car oui, Marguerite, c'est une sacrée bosseuse. Aujourd'hui, on dirait que c'est une femme de dossier, justement. Elle aime aller au fond des choses, elle se passionne pour tous les sujets et elle met son intelligence redoutable au service de tous les problèmes qui attendent ses décisions. Il faut dire que plus que jamais, la situation réclame toute son attention. Car sur le vieux continent, le rapport de force est plus violent que jamais.
Depuis 1515, la guerre fait rage. Charles Quint est sur tous les fronts et sa politique coûte encore plus cher que celle de Feu Max. Les affrontements sur le continent ont atteint une ampleur inégalée jusqu'à présent. On se bat dans tous les coins et il faut sans fin engager des troupes fraîches pour ferrailler dans le Milanais, en Picardie, en Navarre contre les Ottomans, bref, ça n'en finit plus. Marguerite est perpétuellement au charbon pour pressurer les territoires qu'elle a sous sa charge et honorer les demandes urgentes de l'empereur. Mais au bout d'un moment, ça n'est plus possible. En 1522, elle lui annonce par lettre que le gouvernement est arrivé au bout de son crédit. Les États provinciaux ne veulent plus rien donner, plus rien prêter, et elle doit demander 100 pour obtenir 20. Le rétablissement de la taxe sur les vins, dont les couvents et les monastères étaient jusqu'ici libérés, met le feu aux poudres et la révolte gronde un peu partout. Vous voyez ? Ils nous pissent dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Marguerite tente d'avertir Charles qu'il doit réduire ses dépenses, mais l'empereur ne lui renvoie qu'un seul mot d'ordre pour toute réponse : tenir. Bon, c'est con pour lui, parce qu'après la mort de Marguerite, sa politique de tour de vis fiscale sera devenue tellement impopulaire qu'il va devoir dépenser encore plus d'argent pour réprimer militairement la révolte, et que cette pression finira par pousser les Pays-Bas à faire sécession et à devenir indépendants. Mais on n'en est pas encore là. Paradoxalement, Charles Quint est donc à la fois le monarque le plus riche du monde et celui qui a le moins de thunes en poche. Pourtant, ces conquistadors viennent de mettre la main sur les richesses colossales de l'Empire aztèque, en 1521. Mais ça ne suffit pas, l'Empire est engagé dans une véritable fuite en avant. En 1525, Charles parvient tout de même à mettre François Ier en échec à la bataille de Pavie. Le roi de France est fait prisonnier et part à Madrid pour se mettre au vert. Pour sceller la paix, l'empereur décide cette fois de se passer de Marguerite et de tout régler avec ses propres conseillers. C'est ainsi qu'il force le roi prisonnier à signer en 1526 le traité de Madrid. Bon, disons-le tout net, Marguerite n'était pas là pour la négociation et franchement, ça se voit. Le traité est particulièrement bancal puisque Charles entend forcer François Ier à épouser sa sœur, bonjour le cadeau, à lui rétrocéder le duché de Bourgogne et à payer une sacrée somme en plus de placer ses 2 fils en otage auprès de l'empereur. C'est quand même cher payé pour une charge de cavalerie qui a tourné au désastre, vous trouvez pas ? Évidemment, François Ier signe pour qu'on lui fiche la paix et à peine repassé la frontière, il décide de repartir en guerre. Et c'est reparti, les dépenses grimpent à nouveau en flèche et Charles se tourne vers Marguerite. Mais cette fois-ci, la Marguerite, elle commence à en avoir un peu ras la coiffe. Ce bon à rien de Charles ne sait faire que dépenser, ça c'est pas dur, et il n'est même pas foutu de rédiger des traités convenables. Pourtant, la régente n'a pas que ça à faire. Déjà, il y a les guerres aux Pays-Bas. Pendant que l'empereur fait mumuse avec ses canons, la régente mène une guerre territoriale à l'est des Pays-Bas pour réduire la révolte du duché de Gueldre et pour intégrer à ses possessions le secteur d'Utrecht. Voilà, de rien Charles pour défendre et accroître ton héritage. En plus de ça, l'empereur qui avait la braguette un peu leste lui colle un marmot dans les pattes issu d'une union illégitime avec une servante. Tiens Marguerite, tu pourrais pas t'occuper de ça pendant les 15 prochaines années, hein ? Merci. Mais en 1529, voyant que la situation est plus que critique, Charles fait appel à Marguerite pour négocier une paix digne de ce nom. Il faut dire que les Ottomans toquent à la porte et viennent de mettre le siège devant Vienne. Ça commence à sentir le roussi sur le flanc est. Et François Ier est dans la même situation. Il n'a plus d'argent, forcément il a tout dépensé pour le trône impérial, qu'il n'a pas eu d'ailleurs, et ses fils sont en otage à Madrid, donc il est forcé de négocier. Et comme nos 2 Malabars sont trop ombrageux pour accepter de négocier la paix par eux-mêmes, ils dépêchent chacun leur à tout mettre. Louise de Savoie, la mère de François Ier, représente la France, et Marguerite d'Autriche, la tante de Charles, représente l'Empire. En ce début de XVIe siècle, il est couramment admis dans les cours européennes que les femmes sont meilleures que les hommes quand il s'agit de négocier la paix. On pense que leur instinct féminin est rebuté par la guerre et qu'elles sont moins revanchardes que les souverains mâles. Bon, quand on connaît les 2 négociatrices en question, ça fait bien marrer de penser qu'elles puissent être vues comme des pacifistes.
Elles ne sont peut-être pas moins revanchardes, mais en tout cas, elles sont bien plus malignes que les deux souverains, ça c'est sûr. Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Le congrès de paix se tient dans la jolie ville de Cambrai en juillet 1529. Bon, c'est sûr que c'est un peu le plat pays, il n'y a guère que quelques collines alentours pour égayer un peu la vue, mais la ville est réputée plus ou moins neutre et elle est à la frontière entre les deux belligérants, ça c'est plutôt pratique. Pendant le congrès, c'est la fête. Les deux veuves arrivent avec une suite gigantesque pour en mettre plein la vue et les hôteliers de Cambrai font le plein. Dans le cercle des négociations, l'ambiance est un peu moins à la fête. Au contraire, ça marchande dur. Pour éviter que les deux souverains ne perdent la face, on les tient à l'écart. Ce sont les dames qui mènent tout du début à la fin, d'où le nom sous lequel ce traité est passé à la postérité, la paix des dames. Bon, finalement, c'est comme aux échecs. Le roi attend dans son coin pendant que la reine se démène à sa place pour gagner la partie. Et justement, les deux dames finissent par se taper dans la main. Cette fois, les conditions sont bien plus favorables à la France, ce qui constitue la garantie d'une paix équilibrée et respectée. Le royaume de France accepte de verser 7 tonnes d'or en échange des deux petits princes. 1 plus 6 est égal à 7. 7 auquel j'ajoute 0 égale 7. 7. Mon Dieu, mais c'est énorme. Et renonce définitivement à l'héritage de Charles le Téméraire. Ça, c'est la patte de Marguerite, qui continue à défendre sa lignée. Par ailleurs, le roi de France accepte de renoncer à son rêve italien. Fini d'aller conquérir le Milanais pour la 50e fois tous les 2 ans, c'est vraiment terminé. En échange, l'Empire renonce au duché de Bourgogne et à la Picardie. C'est triste, mais c'est comme ça, l'héritage de Charles le Téméraire ne sera plus jamais réuni. C'est la fin officielle du rêve d'un État bourguignon. Marguerite finit donc sur une victoire diplomatique. Oui, alors je dis « fini » car clairement, ça sent la fin pour la petite fille du dernier duc de Bourgogne. En 1529, elle a déjà 49 ans. Certes, ce n'est pas vraiment un âge impressionnant en soi, surtout pour une femme qui n'a vécu qu'une seule grossesse. Mais Marguerite est usée par la vie. Ça fait déjà 22 ans qu'elle se démène pour essorer les Pays-Bas pour le compte de l'empereur, tout en s'occupant de la marmaille impériale et de la gestion de ses propres possessions. Elle sent bien que sa fin est proche, et peut-être d'ailleurs même l'attend-elle avec impatience, après tout ce que la vie lui a réservé. En tout cas, on sait qu'elle y pensait depuis longtemps, puisque ça fait déjà 20 ans qu'elle a lancé le chantier de son futur tombeau. Et oui, c'est l'heure de retourner à Bourg-en-Bresse. Initialement, le monastère qu'elle avait décidé d'ériger devait abriter sa belle-mère qui avait fait le vœu de le reconstruire, ainsi que l'amour de sa vie, le beau Philibert. Rapidement, toutefois, elle se décide à y ajouter un 3e tombeau, le sien. Le projet n'est pas de tout repos, mais comme d'habitude avec Marguerite, son opiniâtreté et sa force de caractère viennent à bout de tous les problèmes. Pour commencer, tout le monde lui déconseille de se faire enterrer là-bas. Ses parents estiment que le monastère, qui est situé hors des murs de Bourg-en-Bresse, est trop exposé aux pillards et aux soldats si le territoire venait à entrer en guerre. Les notables de Bourg n'ont aucune envie de voir un pôle funéraire majeur s'installer en dehors de leur banc. Tout le monde estime que le projet est indigne de la grandeur de la maison de Bourgogne. Marguerite est d'ailleurs du même avis et elle décide donc de passer à la vitesse supérieure. Elle se sépare des artisans recrutés dans le coin et dans la Bresse, qui réalisaient le chantier jusqu'en 1509, et entreprend de recruter de véritables pointures.
À cette époque, 2 artistes français ont particulièrement le vent en poupe. Jean Péréal et Michel Colombe ont réalisé entre 1502 et 1507 le tombeau du duc de Bretagne, le papa de l'ancienne rivale de Marguerite qui lui a piqué son premier mari. Riches et adulés, les 2 artistes posent des conditions extravagantes et prennent la régente de haut. Qu'à cela ne tienne, elle veut prouver que ces territoires portent autant de talent que la France. Elle décide donc de recruter un architecte flamand qui s'appelle Louis van Bodegem et un sculpteur allemand, Konrad Meitz, pour piloter le chantier. Car Marguerite voit grand, elle veut bâtir une magnifique église pour abriter les tombeaux sculptés. Encore une fois, ça n'est pas sans mal. Après les parents et les notables du coin, maintenant ce sont les moines qui se plaignent en disant que la future église est trop grande et qu'elle va plonger leur dortoir dans l'ombre. C'est quand même assez paradoxal, avouons-le. Mais Marguerite n'a pas grand-chose à faire du sommeil des moines, elle ne cède rien. Et je ne céderai rien. Ni aux feignasses, ni aux bordéliques, ni aux alcoolos. Eh oh, ça va? Et je vous emmerde. En 1527, le chœur est enfin achevé. L'édifice montre déjà toute sa majesté. Le programme architectural néo-gothique en jette carrément avec ses touches flamandes qu'on note notamment dans les tuiles vernissées. Pour les tombeaux, c'est pas mal spectaculaire aussi. Philibert reposera au milieu du chœur en pleine lumière. C'est le moins que Marguerite puisse faire pour l'amour de sa vie, celui dont elle prononce encore le nom lorsqu'elle divague complètement sur son lit de mort. À droite du chœur, c'est le tombeau de la belle-mère. Et à gauche, à l'emplacement symboliquement le moins honorifique, celui de Marguerite elle-même. Bon, la régente a quand même une certaine idée d'elle-même, puisqu'elle accepte de se mettre en retrait par rapport aux 2 savoyards, mais son tombeau est clairement le plus impressionnant des 3. Pour honorer la vie exceptionnelle de sa patronne, Konrad Meitz s'est plié en 4 et a livré 2 sculptures d'une incroyable beauté. Au sommet du tombeau, un gisant de la princesse dans son jeune âge, éclatante de vitalité. Et sous le tombeau, un transi représentant Marguerite à l'âge de son décès. Philibert, le beau gosse, a droit au même traitement, comme pour graver dans l'éternité la beauté de ce prince parti trop tôt. En 1532, les tombeaux sont enfin terminés et déploient aux yeux des fidèles leur magnifique poésie de pierre. Mais Marguerite, elle, ne les verra jamais achevés. En novembre 1530, elle se blesse au pied en marchant sur un morceau de verre brisé. Sur la régente usée par la vie, cette blessure anodine évolue en gangrène mortifère. Les médecins envisagent l'amputation de la jambe, mais décident finalement de ne pas réaliser l'opération, vu l'état dans lequel se trouve déjà Marguerite. À la place, ils l'endorment à l'opium et permettent à la dernière héritière de Bourgogne de partir plus doucement en gommant une partie de l'atroce souffrance de son agonie. Les détails de son décès sont connus par une lettre qu'Antoine de Lalaing, son conseiller de toujours, envoie à l'empereur. L'empereur, cet ingrat qui avait connaissance de la maladie de sa tante, mais qui ne s'est même pas déplacé. Marguerite ne le revoit jamais, alors qu'au moment de son trépas, l'empereur n'est qu'à 1 semaine de cheval du palais de Malines. Seule face à la mort, Marguerite voit défiler devant ses yeux toutes ces années à douter, à se battre, à aimer aussi. Les visages de Juan et de Philibert dansent dans sa tête, et elle part avec sur ses lèvres le souvenir des baisers de cette époque où la fortune lui souriait, où elle rêvait encore d'une vie de bonheur que le destin ne lui aura finalement jamais accordée.